Notre enquête commence à la gare du Nord de Paris en novembre dernier. Oui, on est en visuel, c'est bon, on a un visuel. Hein. Pour les policiers, il s'agit de ne pas se faire repérer par cet homme. Pour l'instant, c'est bien, on prend pas trop de risques quand même. Vous essayez de pas trop vous coller derrière lui, on garde un maximum de distance. Majed est l'un des principaux passeurs d'une filière d'immigration clandestine. À quelques mètres derrière lui, Thierry Walsh, lieutenant de police, lui emboîte le pas. Thierry n'est pas un policier ordinaire, il fait partie de l'OCRIES, l'Office central de répression contre l'immigration irrégulière. Voilà 1 an qu'il traque sans relâche les responsables du réseau. Aujourd'hui, le passeur a été payé par 2 clandestins chinois pour rejoindre Calais en train. Le passeur est prudent. Il décide finalement de ne pas monter dans le train avec ses 2 clients. Le trafiquant n'en est pas à son premier coup d'essai. Plusieurs milliers de personnes ont déjà transité par ce réseau clandestin. Oui, bonjour, lieutenant Walsh, Trieste. Je pourrais avoir Jean-Marie Westerlin, s'il vous plaît? Pour identifier les autres membres de la filière qui vont prendre en charge les clandestins à Calais, Thierry décide de monter dans le train et d'abandonner la filature de Majed. Le policier alerte ses collègues locaux. On a suivi, on est derrière, on est en train de remonter, donc on vient de partir, on arrive à Calais à 19h35. Ouais. Est-ce qu'il est possible d'avoir 2-3 effectifs de la BMR en soutien? Majed, c'est un peu le principal responsable du réseau français? Oui, tout à fait, c'est visiblement la tête de réseau, enfin, ou d'une partie, en tout cas d'une grosse partie du réseau en France. Un cache-cache. Mais il ressemble bien à la photo. Hein. Je sais pas si tu l'as vu un peu tout à l'heure, non? Oui, je l'ai vu. Il ressemble bien à la photo. Ouais, oui. Et toi, par contre, je le voyais plus grand, tu vois. Je pensais qu'il était plus grand, il doit faire 1m72, pas plus, quoi. Arrivé à Calais après 3 heures de voyage, Thierry et son équipe se préparent. À quelques mètres des policiers, les 2 clandestins ne se doutent de rien. Ok, bon, on arrive. Hein. Le train entre en gare, on n'est pas arrêté encore. Jean-Louis de Thierry. Ouais, donc là il traverse la voie ferrée pour se rendre dans le hall de la gare. Comme prévu, des policiers de Calais sont venus en renfort. C'est reparti pour une nouvelle filature. De Thierry. Ouais, ça marche, pas de souci. Il y a un individu, un Irakien apparemment, qui est rentré dans la gare, il en est ressorti, il est en train de tourner autour de nos deux clandestins. On ne sait pas trop s'il a pris contact ou pas. Après quelques minutes de flottement, le contact a bien lieu avec un passeur de Calais. Dans une ruelle près de la gare, le couple de Chinois monte à bord d'un monospace. Ouais, c'est bien reçu. Par contre, le son. Alors apparemment les Chinois ont appelé, ils étaient un peu perturbés parce que voilà, ils n'avaient pas confiance dans la personne qui avait pris contact avec lui, ils parlaient pas bien anglais, ils n'avaient pas confiance. Donc ça a dû se passer sur les écoutes. Et il leur a dit mais si, ils vont arriver, ils vont venir avec une voiture, vous récupérer. Et donc voilà, c'est ce à quoi on assiste. Ouais, c'est suivi, hein. Pour l'instant, focus en tête, c'est bon, pas de problème. Bon, on garde des bonnes distances, hein. On ne devrait pas les perdre tout de suite, je pense. Après 200 mètres, à peu près, ça clignote à gauche. Ouais, elle tourne un peu en rond, là, elle reprend à gauche, direction centre-ville. Doucement, elle a peut-être des coups de sécurité. Hein. L'homme est méfiant. Il essaie de déjouer une éventuelle filature. Ouais, le véhicule se stationne, à environ 60 mètres sur la gauche. Ah bah tiens, c'est le mec avec le jean et bande blanche là qui en descend.
Ouais, on peut pas s'arrêter, mais il est descendu et il est en train de remonter le trottoir vers nous. Bon, il y a 2 individus qui sont ressortis de l'impasse. Un individu sous blanc, capuche blanche, et un autre individu qui a un haut sombre. Plus que les 2 clandestins, c'est le complice du réseau installé à Calais qui intéresse les policiers. On va essayer de suivre un petit peu à distance l'individu, voir où est-ce qu'il va. A priori, il devrait se rendre chez sa copine, donc on va essayer de voir ça. L'homme leur est inconnu, mais ce soir, il va rejoindre la liste déjà longue des suspects repérés en France. Putain, il fait froid. Il est 22 h, mission accomplie. Les policiers ont réussi à loger le passeur de Calais. Thierry peut lever la surveillance. Pour l'instant, on observe, on récolte un maximum de renseignements en vue d'avoir les preuves suffisantes lors de son interpellation. La filature de Calais n'est pas une petite opération de police. Elle s'inscrit dans un vaste coup de filet, l'opération Pachtou. Elle est née ici, dans les bureaux de Locriest, en banlieue parisienne. C'est là que tout a commencé pour Thierry et son équipe. Pour la première fois, il tente de démanteler une filière sur l'ensemble du territoire européen. À l'origine de cette opération, Denis Pajot, patron de l'Office central, qui considère les passeurs comme de véritables criminels. En matière d'immigration irrégulière, le trafic s'apparente à de la criminalité organisée. C'est-à-dire que ces trafiquants sont du même niveau que ceux qui trafiquent des stupéfiants, qui trafiquent des êtres humains au sens prostitution du terme, des armes, des objets d'art. Ce sont des mafias, des réseaux, des structures qui ne font qu'exploiter la misère humaine. Le réseau est né au Kurdistan irakien où vivent les têtes pensantes de l'organisation. La filière traverse toute l'Europe. Elle est implantée en Turquie, en Grèce, en Italie et en France. Destination finale, la Grande-Bretagne. Dans ce pays, les candidats à l'émigration sont persuadés qu'ils vont pouvoir commencer une nouvelle vie. En France, 25 trafiquants ont été identifiés. Organisateurs, passeurs ou simples rabatteurs, ils sévissent dans des villes relais, Oyonnax, Troyes, Reims, Paris et bien sûr Calais. En 4 ans, 5000 personnes ont transité par cette filière. À raison de 7000 € le passage, les sommes brassées se comptent en dizaines de millions d'euros. Le jour J des interpellations est prévu dans 3 semaines. À Paris, Londres et Rome, c'est la mobilisation générale. Au même moment, les différents responsables européens réunissent leurs troupes, le patron de Locriest en tête. Bien, aujourd'hui, on arrive à proximité immédiate de l'opération. Donc à nous à franchir l'obstacle le mieux possible. Alors il y aura des difficultés, il y aura certainement des déceptions, mais à nous adapter, à faire en sorte, par notre implication, qu'on réussisse l'ensemble de l'opération. C'est un enjeu majeur pour nous que de réaliser cette opération. Et je vous assure, et on le comprendra, je pense, après, dans quelques temps, on le mesurera, il y aura avant et après Pachtou. Cette opération, elle est destinée à porter un coup très dur à une filière pour qu'elle n'ait pas envie ou qu'elle n'ait pas la possibilité de se reconstituer avant longtemps. Rien ne dit qu'elle ne le fera pas, mais avant longtemps. Il y a un moment où il est à peu près net. Vous vous souvenez quand le camion on voit bien son besoin. Là, juste avant. C'est qui ce monsieur là? L'un des passeurs. L'un des passeurs qui fait partie des objectifs à interpeller parmi la multitude d'autres. Salle des ordinateurs, un lieu sensible dans lequel nous avons pu pénétrer. Ici, chaque vidéo, chaque écoute téléphonique est disséquée. Photos, contacts, habitudes, dangerosité, 25 membres du réseau clandestin sont déjà fichés. Après 12 mois d'investigation, le réseau kurde n'a plus de secret pour Thierry et les membres de la cellule Pachtou. L'issue de l'enquête demeure pourtant incertaine. Les policiers de Locriest le savent bien, elle dépend avant tout d'une organisation rigoureuse le jour des interpellations. En fait, c'est sur chaque intervention qui est pratiquée au sein du service, on prévoit toutes les personnes qui vont aller sur chaque point, avec les individus interpellés, les adresses, enfin tous les éléments utiles dans un premier temps pour partir en interpellation. Donc ça, de toute façon, Reims et Troyes, les gens sont interpellés, placés en garde à vue et rapatriés ici sur le site. Calais et Oyonnax, on reste sur place. Ouais. Ah oui, donc Aurélie, on la mettrait sur 3 ? On est à J- quoi là maintenant? J- quelques semaines.
3 semaines, Ouais. 3 semaines à peu près. Ouais, 3 semaines. 3 semaines, il doit nous rester à peu près 3 semaines pour finaliser toute l'opération. Et qu'est-ce qu'on se dit là à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on se dit? Moins de 3 semaines. On peut encore dormir. Un peu. Lendemain matin, les préparatifs des interpellations sont encore loin d'être terminés. Le jour J, Thierry et son équipe n'auront pas droit à l'erreur. Si près de la date fatidique, il s'agit de ne pas perdre de vue les suspects, notamment ceux de Calais. À 35 minutes de Londres en Eurostar et à 1 heure en bateau des côtes britanniques, Calais est depuis des années un lieu stratégique pour les trafiquants et les candidats à l'exil vers l'Angleterre. Après des mois d'enquête passés dans cette ville, Thierry en connaît le moindre recoin. Tout ce qui est sur la droite, là, en fait, c'est ce qu'ils appellent la jungle. C'est un terrain vague, boisé, à l'intérieur duquel les clandestins, enfin surtout les passeurs, ont monté des abris de fortune où ils passent la plupart de leur journée. Et la nuit, ils travaillent, entre guillemets, ils font monter les gens sur les parkings et vers 5-6 heures du matin, ils regagnent ce bois. Mais aujourd'hui, les policiers ne sont pas venus pour traquer les clandestins. Leur objectif du moment, repérer une dernière fois les lieux où vont se dérouler les interpellations du jour J. Là, on est vraiment en bordure d'autoroute. Il y a un trou qui a été fait dans le grillage, ce qui permet aux clandestins et aux passeurs de longer l'autoroute en fait, en restant à couvert dans les bois qui longent l'autoroute et de se rendre sur la zone où justement ils font monter les clandestins dans les camions. La zone en question, c'est le secteur d'embarquement Marcel Doré situé à la périphérie de Calais. Ici transitent des centaines de camions à destination de l'Angleterre, de jour comme de nuit. Avec ses hectares de hangars et de parkings, le lieu est devenu le terrain idéal des trafiquants irako-kurdes qui ont établi ici un véritable monopole. Les faits sont connus mais restent pour Thierry à les établir sans contestation possible. Pour arriver à ses fins, il a mis en place ce soir une surveillance du site. Installé avec les membres de son équipe dans les locaux d'une entreprise privée, il a une vue directe sur les parkings. Thierry a accepté de nous emmener au cœur de son dispositif. Équipé de jumelles et de caméras infrarouges, la surveillance commence dans le noir le plus complet. Pour pouvoir filmer la scène, nous utilisons nous aussi une caméra infrarouge. Ouais, Patrice de Thierry. Bon, pour l'instant, pas grand-chose, parce que ça bouge pas trop, mais j'attends que ça arrive. Allez, ça traverse. C'est lui qui a nous embarqué. Finalement, les passeurs sont au rendez-vous. Dans le secteur qui avoisine la zone d'embarquement Marcel Doré. Les passeurs arrivent sur le site où les camions sont garés. Ils essaient de trouver des camions à destination de la Grande-Bretagne. Et lorsqu'ils ont trouvé les camions qui les intéressent, ils vont chercher les clandestins, ils les rapatrient sur cette zone et ils essaient de les faire monter dans les camions. Ça monte, ça monte. Alors on va essayer de compter combien il y en a qui montent. Hein? Le mec qui vient passer derrière le camion là. Mais il y en a qui est dessus le camion, tu vois, non? Viens voir dans mon... 12. Avec 12 dans la boîte. Comptez-moi où vous pouvez démarquer. Putain, ils sont fous les gars. Oh là putain. Qu'est-ce qui se passe? Bah le chauffeur routier il est sur le camion, il donne des coups de pied. Il les a vus monter. Ouais, approchez-vous en direct au cas où si des fois ça venait à dégénérer. Ouais, vigilance, hein. Apparemment il y a un chauffeur qui s'est rendu compte qu'ils ont fait monter des gars dans les camions. Je crois qu'il y a d'autres chauffeurs qui l'a prévu. Ouais, c'est bien reçu, bon, il est fort possible qu'il les fasse redescendre alors. Ouais, la police arrive. Hein. Pour Thierry, l'arrivée des policiers de Calais signifie la fin de sa mission. Je préfère que ce soit comme ça plutôt que ce soit un chauffeur qui se prenne un bourre-pif. Exactement. Mais l'objectif est atteint. La tentative de passage a bien été enregistrée. Le flagrant délit est avéré. Ouais, le camion est à votre droite, hein, Franck. Oh, on a vu. Apparemment, ils vont l'ouvrir, il y a la police qui est avec eux. Ouais, il y a une porte arrière à gauche qui est ouverte. Sur le parking, l'intervention continue. Mais contrairement à toute attente, les policiers de Calais vont laisser repartir les clandestins.
Ils savent qu'au terme de la loi, ils ne sont pas expulsables car ils viennent de pays en guerre. Alors les policiers préfèrent les relâcher immédiatement jusqu'à leur prochaine interpellation. Première victime de ce cercle vicieux, les chauffeurs routiers. Sur le trafic de clandestins, peu d'entre eux acceptent de témoigner. Goran, jeune chauffeur roumain de 21 ans, va finalement répondre à nos questions, mais à visage caché. Tous les camionneurs disent que c'est un problème depuis des années. Si la douane anglaise trouve des clandestins dans notre camion, nous devons payer une amende de 3 000 € par personne découverte. C'est un gros risque pour nous. Je vérifie mon camion à chaque fois que je m'arrête quelque part en Europe, et c'est normal. Mais il arrive que les clandestins coupent les câbles et les récoltent ensuite de telle façon qu'il est très difficile de s'en apercevoir. Nous ne pouvons pas deviner qu'ils sont dans le camion. À la douane, on nous traite comme si c'était nous les criminels, et pas eux. 3 000 € par clandestin, de quoi faire réfléchir des routiers peu scrupuleux. Mais pour la plupart d'entre eux, c'est le risque d'agression physique qui les inquiète, comme Jim, 25 ans de métier. On attend de nous de regarder dans notre camion et vérifier que personne ne s'y est caché. Mais je deviens vieux. Imaginez si je trouve 7 clandestins agressifs. Que voulez-vous que je fasse ? Il me semble que c'est le rôle des policiers et de la douane de vérifier ce genre de choses. Je n'en veux pas aux immigrants. C'est le système qui n'est pas bon. Ils essaient juste d'avoir une meilleure vie. Et peut-être que nous ferions pareil si la vie était meilleure en Afghanistan. Peut-être que nous tenterions d'y aller. C'est le système qui est devenu mauvais, si vous voulez mon avis. On devrait prendre des mesures. Surveillance des sites la nuit, réunion opérationnelle le jour. Pour Thierry et son équipe, le temps est compté. Ils enchaînent les missions. Ce matin, ils ont rendez-vous à la police de Calais. Le jour J, la coordination avec eux va être déterminante. Le groupe qui nous intéresse, nous, opère ici. Ils se cachent là, ils viennent là, ils font monter là. Ici, le parking en fait a été découpé en plusieurs parties. Oui. La route le sépare ici. Voilà. Ils l'achètent en voilà, fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc cette zone-là ne concerne pas directement nos passeurs à nous. C'est 2 autres réseaux peut-être qui travaillent. Voilà. Ici, le cadre idéal, ce serait de pouvoir effectivement interpeller sur Marcel Doré, on va dire aux alentours de 1h, 2h du matin, je pense, pour essayer d'avoir des passeurs, des clients qui pourront éventuellement témoigner, apporter des renseignements sur l'activité justement de ces passeurs. Et dans un deuxième temps, dès la levée du jour, faire un ratissage dans la jungle. Donc il est possible qu'on trouve un certain nombre d'éléments aussi à cet endroit-là. Tu sais comment ça va se passer. Quand on va arriver, si on n'a pas complètement bouclé, ça va être l'envolée de moineaux et puis ça, on les aura pas. Donc concrètement, il faudrait quoi? Qu'est-ce que je fais remonter comme information? Il faudrait quoi? 2 compagnies? Je pense que c'est vrai. Bon, bah, si on a 2 compagnies sur Marcel Doré, ça va être la même. C'est bien. La requête de Thierry a été acceptée. 2 compagnies de CRS, pas moins de 200 hommes, vont être mises à disposition de l'Ocriest pour le jour J. Les autorités de Calais n'ont pas lésiné sur les effectifs. C'est que la ville du Nord est au centre de tous les regards, de toutes les attentes. Son nom reste toujours entaché du souvenir de Sangatte, un centre tristement célèbre qui a fait couler beaucoup d'encre de part et d'autre de la mer du Nord. Ouvert en septembre 1999 et géré par la Croix-Rouge française, ce hangar de tôle de 25 000 m² ne devait être qu'une réponse provisoire et strictement humanitaire aux conditions de vie des clandestins. En 3 ans d'existence, il va accueillir près de 60 000 étrangers. Cette situation va susciter de nombreuses tensions dans la région. Le centre de Sangatte finit par se retrouver au cœur d'une polémique entre la France et la Grande-Bretagne. Fin 2002, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, décide sa fermeture. Il faut maintenant passer à une nouvelle étape, la fermeture définitive et totale du centre de Sangatte. Mais 3 ans plus tard, le flot des candidats à l'exil n'est pas tari, loin de là, comme le montrent ces images que nous avons tournées en décembre 2005. Il est midi, la distribution de nourriture peut commencer. Comme chaque jour, ils sont entre 200 et 350 clandestins à venir chercher un panier repas distribué par les ONG locales. Voilà, c'est fini, stop. Finish. Finish. Comme chaque jour, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde et les bagarres sont fréquentes.
Les humanitaires sur place sont vite débordés. Du calme. Allez, hop. Ah. Au moment de la distribution de repas, on a l'impression d'une grosse tension et de beaucoup de violence, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des gens qui vivent dans la rue et qui meurent de faim. Ils sont irakiens, afghans, soudanais ou encore éthiopiens. Dans leur pays, ils étaient paysans, ouvriers ou chômeurs. Certains sont étudiants. Avant d'atteindre Calais, ils ont effectué un long périple dans des conditions souvent inimaginables. Mais il se trouve que la majorité des gens ici ne sont pas reconductibles. On ne reconduit pas les Soudanais, on comprend pourquoi. On ne reconduit pas les Irakiens, c'est évident. Donc voilà quoi. Et donc ces gens-là, on a un devoir d'accueil. Si on a un devoir de les protéger de la guerre, à mon avis, le devoir d'accueil devrait aller en même temps. Ahmed a 19 ans. Il a quitté son pays il y a 6 mois. 6 mois au cours desquels ce fils de paysan afghan a traversé en camion, en train ou à pied le Moyen-Orient et l'Europe. Il nous raconte. Je viens d'Afghanistan, d'où je me suis enfui. J'ai laissé là-bas ma petite sœur avec mon oncle. Le voyage jusqu'ici m'a coûté 9 000 $. Pour pouvoir payer, nous avons dû vendre tout ce que nous avions, nos bêtes, nos champs et le reste. Et à qui payez-vous ? À tout le monde. À chaque frontière, il y a des gens pour cela. Il y a des agences en Afghanistan et au Pakistan qui transfèrent notre argent à ces gens-là pour qu'ils nous fassent passer. Ahmed vit dans la jungle. Il souhaitait nous montrer les lieux. Je suis désolé, on ne peut pas aller plus loin. Et pourquoi ? Parce que ça me créerait des ennuis. C'est la route pour la jungle. Nous n'avons pas d'autre endroit pour vivre. Là, ils ne veulent pas que j'y aille avec vous. C'était le risque. Pour pénétrer dans la jungle, nous avons trouvé un autre guide. Michael, 27 ans, milite au sein d'une association à but humanitaire. Plusieurs fois par semaine, il vient proposer son aide aux clandestins. Il n'a de cesse de dénoncer leurs conditions de vie. C'est des conditions de vie sordides, c'est le froid, c'est en plus du froid, des conditions de vie sordides, du manque d'hygiène, c'est la menace permanente de voir débouler les flics qui peuvent venir pour les arrêter, pour faire preuve souvent de violence, pour détruire leur squat parfois. Donc c'est vraiment des conditions de vie on ne peut plus insalubres. Hein? Fine, it's okay. What happened? Police. What? Police. When? Police yesterday. Yesterday? Ben voilà. Moi j'étais venu il y a une semaine ici, il y avait une grande cabane ici, une petite cabane et une autre grande derrière vous. Ils étaient là, à peu près une vingtaine au total à squatter ici. Et là ils viennent de nous informer, on voit encore que c'est fumant, ils viennent de nous informer que la police est venue the last night. Yeah, last night. Donc la nuit dernière, et ils ont foutu le feu, voilà, c'est ce que je vous disais. Voilà, c'est le harcèlement. Harcèlement policier, voilà ce qu'affirment les clandestins du camp. Certains vivent ici depuis plusieurs semaines, mais pas question pour eux de renoncer si près du but. L'Angleterre, cet Eldorado tant fantasmé. Je veux aller en Angleterre. Là-bas, on a tout ce qu'on veut. On est respecté, on vous traite poliment. Les Anglais sont des gens intelligents, généreux et gentils. Ce qui est arrivé ici n'aurait jamais pu arriver en Angleterre. Ce n'aurait pas été possible. Ils quittent pas leur pays par plaisir de lâcher 5 ou 6 000 $. Ils quittent leur pays par obligation. Et ça, tant que les autorités ne voudront pas le comprendre, eh bien on se retrouvera avec des situations complètement incroyables où vous avez des habitations de Français juste à côté et à 200 mètres, vous avez des gens qui vivent dans les bois, harcelés par les CRS jour et nuit. Voilà. Mais il n'y a pas que la police. Les clandestins sont des proies faciles que se disputent les réseaux de rabatteurs et de passeurs de toute nationalité. Dans cet autre camp, ils ont été victimes la nuit précédente d'agressions et de chantage. Et hier soir, des Kurdes sont venus et ont détruit nos maisons. Ils nous ont dit, si vous voulez aller en Angleterre, vous nous donnez chacun 1 500 €. Si vous refusez de nous donner l'argent, partez d'ici. Et si vous ne partez pas d'ici, nous vous tuerons. Malheureusement, nous n'avons pas d'argent. C'est très difficile pour nous de leur donner ce qu'ils attendent. Ils ont des revolvers, des couteaux, beaucoup de choses, et ils veulent nous tuer.
Un de leurs compagnons a même été kidnappé. Ils sont sans nouvelles de lui. Pour ces candidats à l'immigration, rien n'y fait. Malgré les dangers, leur détermination reste intacte. Demain, après-demain ou la semaine prochaine, ils se risqueront à nouveau à passer la frontière pour rejoindre la Grande-Bretagne. Les plus chanceux, ceux qui auront pu embarquer sans se faire prendre sur un de ces camions au départ de Calais, atteindront le port de Douvres. 3 heures de traversée, ballottés dans les soutes. Puis ce sera Londres, enfin le but ultime de leur périple. Mais contrairement aux attentes, l'Angleterre est loin d'être l'Eldorado tant espéré par les clandestins. Ibrahim en fait l'amer constat chaque jour. Arrivé illégalement en Grande-Bretagne, il y a 10 ans, ce Kurde de 39 ans a fini par obtenir un statut de réfugié politique. Au cœur du quartier turc, Ibrahim a ouvert un centre d'accueil et d'assistance pour sa communauté. Beaucoup de ceux qui viennent ici sont des clandestins. Pour la plupart, l'Angleterre est devenue synonyme de désillusion. Les conditions de travail des immigrés clandestins sont très dures. Ils travaillent entre 14 et 16 heures par jour pour un salaire d'environ 160 € par semaine. C'est de l'esclavagisme, c'est même pire que cela. Ce n'est pas le paradis ici. Les clandestins payent tant d'argent aux trafiquants d'êtres humains. Ils sacrifient leur vie. Certains vont même jusqu'à vendre leurs reins pendant le voyage pour pouvoir payer. C'est un gros problème. Je suis sûr que si les candidats à l'immigration clandestine étaient au courant de ces conditions de vie, ils réfléchiraient à 2 fois avant de venir ici. Pendant longtemps, la législation anglaise en matière d'immigration a été l'une des plus souples d'Europe. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Devant l'afflux sans cesse croissant des migrants et des réfugiés, les pays de la communauté ont décidé de mettre un frein au mouvement. Grande-Bretagne comprise. Mais certains immigrants n'ont pas le choix. C'est parfois pour eux une question de vie ou de mort. Partisan de l'indépendance du Kurdistan, Hassan a dû fuir la Turquie il y a 5 ans. Cet ancien chef d'entreprise est arrivé à Londres illégalement. Aujourd'hui, il est simple serveur à la buvette d'une association de quartier. J'ai été emprisonné pendant 6 mois et torturé tous les jours. Je n'avais pas d'autre alternative que de fuir mon pays. C'est vrai que la première année ici a été très difficile. Mais que je le veuille ou pas, je dois rester en Angleterre. Parce que mes enfants vont à l'école ici. Et eux se sont bien intégrés. Et vous êtes plus heureux maintenant ? C'est un bonheur brisé. La moitié de mon cœur est toujours dans mon pays, en Turquie. Quelles que soient les raisons de l'immigration clandestine et la douleur de ses destins personnels, l'Europe a décidé d'endiguer le flux. En frappant d'abord les filières clandestines, l'opération Pashtou répond à cette politique. Ouais, si c'est pas marqué, c'est que c'est tout droit. Joe est un ancien du service action des renseignements généraux. Il a rejoint l'équipe de l'Ocriest en cours d'enquête. Nous sommes à moins d'1 semaine des interpellations. Joe est chargé de suivre les mouvements de Majed, leur principal suspect. Il installe sa planque devant la préfecture de Troyes. Car selon les écoutes téléphoniques, le trafiquant qui habite au département de l'Aube doit renouveler son titre de séjour. Pour Joe et ses 2 coéquipières, l'attente commence. Oui, Aurélie. Il pourrait peut-être profiter d'un petit voyage à Troyes pour aller voir son enfant quand même. Oui, tout à fait, c'est envisageable. Mais il me semble quand même que l'enfant, c'est le fruit d'une volonté administrative. Car avoir un enfant avec une jeune Française, c'est le moyen idéal pour Majed d'obtenir un titre de séjour. Les filles françaises, dans le réseau Pashtou, elles peuvent avoir un intérêt certain pour les individus sur lesquels on est, à savoir qu'elles vont leur permettre, en dehors de tout sentiment ou de toute raison amoureuse, de leur asseoir une position sociale et elles vont participer finalement de manière active à cette organisation sans en avoir conscience, jusqu'à un certain point toutefois, puisque il y a bien un moment où il faudra qu'elles reconnaissent que oui, effectivement elles ont transporté des clandestins, oui elles les ont hébergés, oui elles leur ont ouvert des comptes, oui ceci, oui cela. L'attente est longue. Malgré les espoirs de Joe,
Majed ne se présentera pas à la préfecture. Bon, je prends contact avec la préfecture et puis s'il n'y a rien de neuf, on lève. Tu montes à l'avant, c'est du verrou, s'il te plaît? Ouais, c'est ouvert à l'avant. Le voyage à Troyes ne sera pourtant pas complètement inutile. Considérée comme complice, la petite amie de Majed sera interpellée le jour J et Joe veut repérer l'endroit où elle habite. C'est important de faire ces repérages. Ah bah oui, ah oui. Si tu vois, t'arrives le matin à 6 h, il fait nuit, tu sais pas du tout où tu vas, et tu te retrouves comme ici dans une cité, une petite cité de ville de province, sans savoir où tu dois, à quelle porte tu dois frapper. J'aime autant te dire que l'effet de surprise, il n'est pas garanti du tout. Et puis même, ça peut mettre en échec toute l'opération. Donc là, apparemment, 42. Bon, on va pas trop traîner. C'est bon. Ouais, c'est bon. Au dernier étage. La compagne de Majed n'est pas la seule dans son cas. Elles sont une dizaine, parfois mineures, à avoir été manipulées par les membres du réseau Pachtou. Victimes et complices, elles seront pour les policiers une source d'informations précieuses sur le fonctionnement de la filière. Jour J-1, le moment que tout le monde attendait à Locriest est enfin arrivé. Nous sommes à la veille des arrestations. Dernier préparatif. Tout si mal, qui vont partir sur chaque point d'interpellation, dans lequel il y a tout le matériel prévu, un peu de matériel de scellé, un peu de matériel de bureau, un peu de matériel d'intervention. Il faut pas confondre les sacs de fouilles et les sacs à sceller, c'est pas pareil. Pourquoi? C'est quoi la différence? Bah, il y en a qui sont fermés par une bande adhésive et d'autres qui seront scellés à la cire et fermés de manière inviolable. Ce sont des pièces judiciaires. Alors que ça sera la fouille des gens interpellés dans lesquels on mettra leur dépôt. Bon bah, on ferme. Les mâles vont rejoindre leurs destinataires à Troyes, Reims, Oyonnax ou encore Calais. Sans oublier les plaques d'immatriculation de rechange qui correspondent à chacune des villes. Mais 14 mois d'enquête n'empêchent pas les doutes. On a toujours un petit peu peur. Est-ce qu'ils vont être là le jour des interpellations? Est-ce que on est toujours dans le doute, hein. C'est le jour de l'opération, on frappe à la porte, ils sont là. Et c'est vrai que on ne pourra dire que le jour des interpellations, ben voilà, ça y est, on a fait carton plein ou pas, quoi. Donc, mais jusqu'à ce qu'on ait ouvert la porte pour voir si X ou Y était bien est bien à l'adresse, c'est pas évident, quoi. Et le plus dur reste à venir. À Calais, il faut mettre au point la phase la plus importante de l'opération Pachtou, l'arrestation des 5 principaux trafiquants. Une interpellation montée quasiment comme une opération militaire. Alors, l'opération de ce soir consistera surtout, enfin là, vous verrez lors de votre organisation, d'amener les véhicules de CRS ici. Ici, il y aura un verrouillage qui va être assuré ici. Maître chien ici et des collègues. Donc, amener des véhicules avec un espacement suffisant ici. Moi, je serai dans cette société-là avec 2 autres collègues. Et une fois que nos 5 passeurs sont là avec une 30-40aine de clandestins, à ce moment-là, on donnera le top départ. Donc, en gros, il vous faudra, je crois, entre 3 et 4 minutes pour vous rendre sur le site, entre 3 et 7 minutes pour vous rendre sur le site. Le plus difficile, ça va être de coordonner l'arrivée simultanée de tout le monde. C'est pour ça qu'il faut arriver, je pense, à une vitesse assez, pas trop vite, mais correcte, quoi. Il ne faut pas laisser le temps, effectivement, à partir du moment où ils voient le premier fourgon de CRS qui arrive par ici, qu'ils n'aient pas le temps de partir, quoi. À Paris, c'est au tour de Joe de se préparer. Il rejoint Reims, la dernière ville où Majed a été localisé par les écoutes. Il n'est pas question de le laisser sans surveillance à quelques heures seulement des interpellations. C'est 14 mois d'enquête. C'est comme des fiançailles avec une promise qui se fait désirer, qu'on peut approcher sans la toucher. Et aujourd'hui, enfin demain, ça va être la nuit de noces. Qu'est-ce qui pourrait encore l'empêcher de la toucher? Eh ben, elle peut toujours se soustraire. Sa famille peut s'organiser pour que le mariage n'ait pas lieu. Enfin, beaucoup de choses encore. Il y a beaucoup d'incertitudes. C'est pas un mariage arrangé, loin de là. Aussitôt arrivé sur place, Joe appelle l'équipe locale chargée de traquer avec lui sa cible. D'accord. Tu peux lui demander de me faire un petit point sur
Il y a un marché de Noël face à la gare, légèrement à droite. Il doit être en train de traîner son cul là-dedans, je pense. Ok. Trahi par son portable, Majed a été localisé en centre-ville. Mais l'homme a depuis éteint son téléphone et la filature va tourner court. Bon, c'est perdu pour nous. Hein. Non, mais bon, on va attendre, on va voir ce que donne son téléphone. Et puis voilà, quoi. 2 heures plus tard, nouveau revirement. Majed vient d'appeler à Paris. Il a pu être localisé très précisément dans ce bar. Joe a peur de perdre de nouveau son objectif. Bah, de toute façon, à mon avis, non, maintenant on va le tomber. On va pas faire les niquettes toute la nuit non plus. Non, mais là on l'a en pogne. Pourquoi on le sèche pas tout de suite là? Là, la consigne, c'est on attend. Pour nous, c'est demain matin. Moi, sincèrement, dès que je l'ai eu en visuel, j'avais envie de le plier, quoi, c'est clair. Le risque, c'est que là, on ne le voit pas sortir du resto et qu'on ne le revoit jamais. Tout simplement. Là, si quelqu'un l'appelle dans le resto, il est assis à table, il sort, on ne le voit pas, il part, c'est fini. Il jette son téléphone à la poubelle et au revoir tout le monde. Mais les ordres sont sans appel. Joe doit poursuivre la filature. 30 minutes plus tard, Majed sort enfin du bar. Joe et ses coéquipiers sont restés vigilants. Il semble que ce soir, le chef du réseau clandestin ne leur échappera pas. La journée a été longue et la fatigue commence à se faire sentir. Ça fait chier là, putain, on est en train de cavaler comme des cons là, pour rien. On s'épuise. Il y a 48 heures de garde à vue à faire derrière. Moi j'aimerais bien arriver frais parce que si tu arrives plus fatigué que le mec sur la garde à vue, tu pars déjà avec un désavantage. Donc là, on aimerait bien les coucher. En termes policiers, coucher quelqu'un, ça veut dire être sûr de le trouver le matin à 6 h. Ils sont rentrés ? D'accord. C'est confirmé. Majed est bien rentré chez lui. Une simple chambre dans le foyer Sonacotra de la ville, cernée par les équipes de l'Eucriest et de la brigade de recherche de Reims. Je suis en train de surveiller l'entrée de l'immeuble où notre objectif, à l'intérieur duquel notre objectif a pénétré, pour essayer de voir s'il ne ressort pas immédiatement pour continuer notre surveillance. A priori, là pour l'instant il n'est pas ressorti, donc il est possible qu'il passe la nuit ici. Il est minuit passé. Majed est couché. Dans moins de 6 heures, les policiers reviendront pour l'interpeller. Sur le parking Marcel Doré à Calais, l'heure est arrivée. Toute l'équipe de Thierry attend le top départ. L'activité est relativement calme quand même par rapport aux autres jours, mais les passeurs sont là. D'où nous sommes, on ne peut pas voir si un nombre important de clandestins est stocké sur l'arrière des palissades. Donc soit ils sont déjà tous rassemblés derrière en attente, soit ils ont monté tous leurs clients les jours précédents et là c'est calme quoi. C'est bizarre, enfin, toujours est-il que je pense qu'on ne va pas pouvoir différer de 107 ans encore l'intervention quoi. Condition essentielle de la réussite de l'opération, le bouclage hermétique de la zone Marcel Doré. Ça part. Ça y est, les passeurs ont donné le feu vert aux clandestins. On devrait avoir environ 5 passeurs, dont ceux aperçus lors des précédentes surveillances, plus entre 10 et 15 clandestins. Donc je pense qu'il est opportun de déclencher l'opération. Exact, on déclenche. Mais il y a un problème. Une partie des policiers arrive en retard. Oh putain. Ouais, les individus partent en courant du côté de Pidou. Et il est où Garros 10 là, sans déconner? Et les effectifs des maires sont où? Et mais ils sont où les gars de derrière là, sans déconner? Ouais, trop tard les gars, trop tard, ça passera pas là. Ouais, trop tard tout ça, putain. Et ils ont mis beaucoup trop de temps à arriver ici, hein. Je sais pas combien ils ont foutu, mais... Thierry s'en doutait. La coordination des forces de police allait être cruciale. Plusieurs trafiquants ont réussi à passer à travers les mailles du filet. Je sais pas ce qui s'est passé quand on est au top départ et vous étiez où avec Garros 10? Et pour l'heure, ce sont surtout des clandestins qui sont appréhendés. Oui, c'est quoi là?
Et qui c'est qui les accompagne? Non, il l'a récupéré, c'est son sac qu'il avait mis là. Vous me séparez lui, vous me séparez lui. Et lui, j'ai un doute, je sais pas. Lui, j'ai un doute. Lui aussi, il faudrait le séparer, je pense. T'as trouvé quelque chose alors? Ouais, 2 passeurs dans le lot là, de ceux qui ont été interpellés. Vous voulez qu'on fasse quoi? Faire une inspection de tous les camions, les passages de roues. Ouais, c'est pas gagné. Hein. On a une partie qui est partie dans les camions. 3-4, je pense, à peu près, 3-4. Quel indicatif, vous, monsieur garçon? Quel indicatif? Thierry n'a pas perdu tout espoir. Il pense encore retrouver les passeurs sur un des parkings de la zone. Hey, derrière. Allez. Un deuxième tri là. Lui, l'autre à côté, les 3 ceux du fond en fait. Ils sont là-bas, les 4 là. Hein? Ouais, on l'emmène. Pas de soucis. On l'emmène, pépère. Pas de soucis. Ok, eux on les sépare, on les prend à part. Ces 4 là, Thierry? Ouais, ces 4 là. Mais rien n'y fait. Sur les 5 trafiquants escomptés, 3 seulement seront arrêtés. 2 organisateurs importants manquent à l'appel. Pire, ils peuvent donner l'alerte à leurs complices de Paris, Troyes et Reims. « 2 heures du matin. Au QG de Lecriest, l'équipe de coordination est déjà opérationnelle. Depuis le déclenchement des interpellations, Denis Pajot suit heure par heure le cours des événements. Oui. Oui. T'as eu des échos? J'en suis à 10 interpellations, dont 3 passeurs. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Bon, les principaux sont pas dans le lot. Ils ont eu le temps de se barrer avant. Ah bon? Putain. Comment ça se fait, ça? Bah, ça se fait parce que c'est pas évident de synchroniser l'arrivée de 12 000 véhicules en même temps, quoi. Vous m'entendez? Oui. Denis Pajot. Il y aura matière à les rebecter, ouais, quelque part. Ah, bah, je pense sur les jungles demain, j'espère. Hein. Ouais. J'espère. C'est la fin du dispo ou il y a toujours des recherches qui sont faites? Non, là, c'est la fin du dispo et on retourne à la PMR. D'accord. Résultat mitigé à Calais. À Reims, chacun est tendu vers l'objectif principal. Majed, le chef de la filière clandestine. Et on s'assure que ça soit sécurisé avant de rentrer. Les policiers ont un doute. Majed a peut-être été alerté par ses complices de Calais qui ont échappé à la police quelques heures plus tôt. On commence à visualiser la gestuelle de l'intervention. Police. C'est la police, monsieur. Aurélie connaît bien le visage de Majed. C'est elle qui le reconnaît la première. C'est la police. Allez, face là. Lève-toi, debout. Tournez-vous. Tournez-vous. Tu te tournes. Plus tu bouges, plus ça serre. Ok, bon, vous bloquez? Ouais, c'est vrai. Je récupère du matériel. Oui. Ok, pourquoi C'est bon? Il n'y a personne au-dedans? C'est qui? C'est notre objectif. C'est votre cible? Ouais. Tente. Les gestes sont calmes, efficaces, pas de cris, pas de violence. Les policiers sont fermes, sans être agressifs. C'est quoi la suite des événements, Joe? On fige la situation et on va faire la perquisition sur les lieux de l'interpellation. Votre sentiment aujourd'hui, là, maintenant? Ça se déroule comme prévu. Content? Ouais. Dans les chambres voisines, on vérifie des identités. Il est fort possible que les 2 hommes qui les occupent soient aussi des objectifs. Ouais, c'est Joe. Je t'informe qu'on vient d'interpeller. Il est en compagnie de 2 individus
Est-ce que tu peux vérifier s'ils sont concernés par le dossier? En quelle situation ils sont, ceux-là? Ouais, ils ont des papiers, ils sont en situation, ils ont un récépissé de demande de statut de réfugié tous les deux, en cours de validité. En cours de validité. D'accord. On les prend quand même, faut vérifier. Pour l'instant, vous les gardez. On va vérifier, on va faire des vérifications. Ouais, et puis il faut les signaliser. Hein. Ok, d'accord. Ciao, ciao. Alors, il peut demander à être vu par un médecin s'il est malade, s'il a un souci de santé. Je suis pas malade, c'est bien. Il peut s'entretenir avec un avocat commis d'office. C'est toi l'avocat? Tu veux pas d'avocat? T'as raison. Vous ne parlez pas tous les deux, d'accord? Vous ne vous parlez pas. Dis-leur de ne pas se parler. Parce que c'est comme ça. Moi, je te dis, tu parles pas. Si vous vous parlez tous les deux, je vous sépare, d'accord? Je sais que tu as l'habitude de la police, mais là, ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est pas ce qui t'arrive habituellement. Tu vas avoir le temps de le comprendre. À Calais, les opérations continuent. Cette fois, ce sont les compagnes des passeurs qui sont en ligne de mire. Police, ouvrez s'il vous plaît. On va casser la porte. Vous ouvrez la porte s'il vous plaît. Bonjour. Vous avez une pièce d'identité? Qu'est-ce qui se passe? Le juge nous demande d'entendre mademoiselle par rapport à l'aide à l'immigration. Je vous accompagne. Prenez vos papiers et vous allez nous accompagner aussi justement parce que votre fille est mineure. Parce que ma fille... D'accord, vous êtes civilement responsable de votre fille. Elle s'appelle Jennifer, elle a 16 ans. Pour avoir été la complice d'un des membres du réseau clandestin, elle risque la prison avec sursis dans le meilleur des cas. Fin des perquisitions pour Joe. Prochaine étape pour Majed et ses complices, la garde à vue. Mise en examen pour aide à l'immigration irrégulière en bande organisée, les trafiquants encourent 10 ans de prison ferme. La jungle, la dernière chance pour Thierry de trouver les deux passeurs qui lui ont échappé cette nuit sur la zone Marcel Doré. Y'a quelqu'un dedans? Je vois un pied. À Calais, les descentes de police sont courantes. Putain, comment tu l'as trouvé là-dedans? Les trafiquants n'ont pas réalisé la portée de l'opération échafaudée par le Criest. Le policier a eu raison de persévérer. Un des deux passeurs est découvert. T'as pied au cul? Une personne. Une seule? Ouais. Deux. C'est quoi? Téléphone portable. C'est rare de trouver ce genre d'objet ici? Bah, plus souvent sur les passeurs que sur les clandestins, donc on va voir. Là. Maintenant que t'es sorti, tu restes là. Oh. On va le prendre, le bag. On va le prendre. We'll take it. Ok? Ok? Juste pour information, il faut vraiment vérifier dans tous les buissons parce que les cabanes sont très bien camouflées. Celui qui avait le téléphone, vous le mettez à part? Dans un autre recoin de la jungle, les CRS viennent d'arrêter le second trafiquant. Vous avez trouvé? Un sac avec 3 couteaux qui servent souvent à découper les bâches des camions. Bon, allez, go. Mission accomplie pour Thierry. Le ratissage de cette zone était la dernière intervention de l'opération Pachtou. Au QG de Le Criest, c'est l'heure des comptes. Lancée conjointement dans différents pays européens, elle s'annonce déjà comme un succès. Si j'ai bon moi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. D'accord, ok. 4 américains. 4 américains. 4 Ah bah, super bien, franchement carton plein, un gros carton, donc nous on en fait 20, les Italiens 18, les Anglais 14, que des beaux, que du gros, tous les beaux mecs sont pris. En tout, ce sont 53 membres du réseau kurde qui ont été arrêtés. À Paris, Londres et Rome, c'est partout la même nouvelle, la filière a été démantelée sur toute sa longueur. La coopération européenne a fonctionné. Le réseau a vraiment été mis à mal, donc sur cet aspect-là, on peut considérer que la filière mettra
des mois à se reconstituer. Et on peut imaginer que très rapidement on ressente des conséquences dans le Calaisis, avec une forte difficulté pour l'ensemble des candidats à l'immigration vers la Grande-Bretagne, une grande difficulté à trouver des passeurs, à pouvoir franchir donc la Manche. Si l'opération policière est une réussite, à Calais, ses effets semblent ne pas se faire sentir. 2 mois après le vaste coup de filet orchestré par le CRIES, ce sont les mêmes files de clandestins qui attendent la distribution de nourriture. Les mêmes bénévoles aussi qui les encadrent. Vous voyez la pression toujours, voilà, on passe régulièrement pour montrer qu'on est présent, qu'on occupe le terrain, police problème, voilà. Dans les files d'attente, la tension est toujours palpable. Qu'il y ait des réseaux qui soient éradiqués, qu'il y ait des simples migrants qui soient sans cesse interpellés, c'est ce qui se passe tout le temps. Et le problème, c'est que le flux n'est absolument pas tari. C'est pas parce qu'on harcèle des gens, c'est pas parce qu'on démonte des réseaux de clandestins qu'on va empêcher des gens de fuir leur pays. Le réseau Pachtou a certes été anéanti, mais il n'a fallu que quelques semaines pour que d'autres trafiquants remplacent ceux qui ont été arrêtés. Pour l'heure, le message fort que les autorités françaises et européennes ont voulu faire passer est loin d'avoir été entendu en Irak, en Afghanistan ou encore au Soudan.